Bienvenue dans Parlons Terroir, je suis Philippe Ligron et je vous emmène à la découverte de nos producteurs locaux. Alors si vous aimez ça, suivez-moi. Bonjour à tous, nouvelle rubrique de Parlons Terroir. Aujourd'hui nous sommes à Viège, en tout cas à côté, nous sommes exactement à Rarogne, en Valais, et nous allons faire la rencontre d'un monsieur assez charismatique, emblématique j'ai envie de dire. Il s'appelle David Morard, il travaille pour la société Loé, qui fait un produit bien étrange. Alors tout ce reportage que vous allez écouter maintenant, qui a été enregistré après avoir fait une visite que nous a organisée notre hôte du jour, David. Salut à toi David. Salut. Alors David Morard, nous sommes ici à Rarogne, nous sommes dans cette entreprise assez incroyable. Qu'est-ce que vous produisez ici ? Alors ici, on est le premier élevage de perches, en fait, de perches de nos lacs suisses, et on a réussi à domestiquer la perche. Et ici, on est dans ce qu'on appelle la phase de grossissement de la perche, à la sortie de la montagne du Lötschberg. On utilise l'eau, la récupération de l'eau du tunnel, en fait. Et puis, on a l'élevage qui monte maintenant à 500 tonnes de poissons, 150 tonnes de filets de perche du Valais. Alors, en venant ici, j'ai découvert un univers insoupçonnable, un univers très complexe. On est presque dans un milieu scientifique parce que apprendre à gérer cette nature qui est très capricieuse, c'est quelque chose de très sensible, ces filets de perche, ça doit être une histoire de fou. T'arrives à dormir la nuit ? En fait, c'est une longue histoire déjà. Dormir la nuit un peu mieux maintenant parce qu'on commence à avoir des retours sur notre domestication. Ça fait 25 ans en fait qu'on a commencé cette histoire. Un biologiste a décidé de déphaser une perche pour lui faire pondre hors de sa période de ponte. C'est une entreprise qu'on a finalement la succursale de Valperca qui s'appelle Persitech à Chavornès. Là, on fait les bébés qu'on amènera ici à 10 grammes. Et c'est clair que la domestication de la perche, ça a été un travail très très long. On est un peu au début parce qu'en fait, on est les seuls à avoir domestiqué cette perche. La perche n'est pas vraiment connue en Europe. C'est plutôt un marché suisse pour les filets de perche. Et c'est un très très long travail et on apprend tous les jours. Notre tonnage augmente. Qui dit tonnage augmente dit nouvelle complexité. La perche est très stressée. C'est un poisson qu'on connaît mal. Il n'y a pas de littérature qui existe, on a dû vraiment faire toutes les recherches nous-mêmes et comme tu disais, c'est vrai que c'est quelque chose de très très complexe. On est arrivé aujourd'hui à une qualité d'élevage qui est assez exceptionnelle. On est fiers de cette qualité, non seulement de l'élevage et du respect du poisson que l'on a, mais aussi du produit que l'on a du filet de perche Loé, qui aujourd'hui a sa reconnaissance tant chez les grands chefs que dans la grande distribution ou dans toute la restauration. Alors particularité, parce que vous avez 2 sites, vous en avez un à Chavornay, tu viens d'en parler un petit peu, où là vous avez ces petits bébés poissons finalement qui naissent et qui sont après un petit peu élevés et après ils partent ici. Pourquoi vous êtes venu ici ? L'eau du Lötschberg, elle a quoi de particulier ? En fait, donc c'est historique. On aurait pu tout faire là où on aurait trouvé de l'eau, mais on a commencé ce projet il y a une quinzaine d'années sur le lac de Neuchâtel. C'était là qu'on essayait de faire grandir des perches et on s'est rendu compte que la qualité de l'eau de nos lacs n'est pas vraiment propice à un élevage. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, dans l'eau, il y a une pollution en fait qui est revenue dans les années 70, dans les années 80 avec la médication, les antibiotiques. Il y a toute une chimie de l'eau qui a changé et puis il y a des déversements qui se font industriels, on le sait, déversements aussi de l'homme. Donc ça fait qu'on n'a plus la qualité de ce que ma grand-mère avait. Ici au Lötschberg, par contre, on a une chance extraordinaire, c'est qu'avec le percement du tunnel, cette eau qui s'infiltre dans la montagne est récupérée par une couche de drainage à l'extérieur du tunnel et on a 120 litres seconde qui arrivent, d'une eau extrêmement pure et en plus, comme elle est au milieu de la terre, elle est chauffée à 18 degrés. Alors c'est très bien tout ça, mais c'est presque un conte de fées, j'ai envie de te dire, parce que, ok, d'accord, on préserve la qualité du poisson, mais en fait, en concentrant une population, tout ce que vous avez comme concentration aussi de déchets, ça repart où ? Dans les rivières et dans les fleuves ? Alors l'avantage que l'on a aujourd'hui justement, c'est qu'on est dans une aquaculture qu'on appelle en recirculation. Donc en fait, on n'est pas dans un circuit ouvert, on est dans un circuit fermé. Tu l'as vu tout à l'heure, on doit récupérer finalement notre eau, réutiliser notre eau et nettoyer notre eau. C'est-à-dire qu'on a toute une machinerie de nettoyage, une filtration faite avec des UV, avec des filtres et puis une réoxygénation de l'eau. Donc on réutilise l'eau. Ce qui fait qu'on a notre propre step à la sortie pour rendre l'eau que l'on a reçue la plus propre possible, la rendre aussi la plus propre possible. Et on récupère ces bouts, en fait, qui sont les déchets d'excréments ou bien la nourriture non ingérée, et on récupère ces bouts pour en fait de l'engrais dans l'agriculture. Donc on ne redistribue pas, on ne reverse pas ça finalement dans la nature, et c'est la qualité d'un circuit fermé par rapport à un circuit ouvert. Tu connais très bien les élevages qui sont en Norvège ou les élevages au Chili, où on voit depuis depuis le ciel, en fait, la pollution que la nourriture a faite, que les excréments ont fait et qui ont finalement endommagé toute une partie de côtière en fait qui est pas acceptable à mon sens. Donc la recirculation, c'est vraiment l'avenir de l'aquaculture parce qu'on doit être responsable de l'eau et rendre l'eau le plus propre possible. Certes, d'accord, David Morard, perche Loé ici à Rarogne, mais
concrètement, ça se passe comment? Parce que d'accord, l'eau est gardée propre, vous reversez pas ça dans la nature, mais il y a quand même des déchets, ne serait-ce que les arêtes. Il y a des pertes aussi au niveau des poissons. Hein. Vous filtrez les poissons, les filets, en tout cas mécaniquement. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas simplement de déchets. Tout ça, c'est balancé dans la nature? Non, c'est pas balancé dans la nature. En fait, on a aussi à cœur ici avec la perche Loé de revaloriser ces chairs, par exemple. On parlait de l'arête dorsale tout à l'heure. Donc on a 2 filets qui se séparent. On a une arête dorsale qui est chargée de chair qu'on récupère dans un pressoir et on a commencé à sortir des produits dérivés. On a sorti par exemple la saucisse de perche qu'on fait sur le modèle de la saucisse de veau, mais on remplace en fait le veau et le porc par de la chair de perche. On a sorti dernièrement à Noël l'année passée des rillettes de perche. Donc on réutilise cette récupération. On va même plus loin. On a pas mal de projets avec par exemple des boulettes de poissons que l'on pourrait faire frire, etc. Et donc on est à la recherche de valorisation de ces produits. On a aussi des accords avec des grands producteurs, on va dire, de nourriture pour chiens et chats, qui récupèrent justement ces arêtes, qui récupèrent cette chair, qui nous rachètent tout ça pour pouvoir faire de la nourriture pour animaux domestiques. Donc on a à cœur de valoriser. On est sur un projet de valoriser les peaux aussi. On est sur un projet de valoriser les écailles aussi. Faire des vêtements. Et on va revenir, ce ne sera pas des vêtements, mais on va revenir, puisque j'étais hier avec un producteur finalement. Les peaux, on a tanné les peaux et on essaie de faire maintenant un cuir avec nos peaux. Et ça veut dire qu'on est en train de reprendre des process ancestraux, c'est-à-dire qu'on est en train de faire à nouveau, de dire à nouveau bonjour à notre tradition. C'est un peu le côté en fait proximité. Moi j'aime beaucoup pouvoir valoriser tous les produits et le côté proximité pour moi est très important. On est un peu reparti dans une mondialisation, on a oublié le savoir-faire que l'on a autour de nous, on a oublié, par exemple je parlais du tannage, c'était extrêmement intéressant, de savoir tanner une perche de poisson c'est pas forcément évident et c'est clair qu'on a été rechercher des vieux métiers, on a été rechercher des personnes qui sont d'accord aussi de travailler des produits locaux, qui sont d'accord de valoriser le savoir-faire local. Et ça, pour la perche Loé et pour le poisson, en l'occurrence, c'est quelque chose de très très noble parce que imagine de pouvoir récupérer un peu, on va dire 80-90% de l'entier du poisson et en faisant des produits de la région. Donc là, on est sur 2-3 projets pour 2022 qui vont être surprenants, vont être très intéressants. Et déjà que la saucisse de perche était intéressante, elle est faite ici en Valais, donc avec un partenaire, elle est faite chez nous en l'occurrence. Mais pour la rillette, on fait avec un partenaire en Valais aussi. Donc on essaie de travailler avec le savoir-faire de la région, parce que je pense que c'est aujourd'hui, on doit travailler sur cette proximité. On doit consommer local. Certes, la perche Loé est helvétique, on vend dans toute la Suisse, mais on a un petit cœur valaisan avec la marque Valais-Valis, en l'occurrence, qu'on a aussi. On est un produit suisse qu'on veut valoriser, et je pense que cette tradition, il faut aller la chercher dans les savoir-faire, dans les travailleurs en fait, qui nous entourent. Alors justement, on est là pour ça, puisqu'on est là pour Régio Garantie, qui englobe pas mal de labels, dont Marque Valais. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui en ta compagnie. Pour toi, c'est important pour les consommateurs, ils attendent ce genre de traçabilité, cette identification à un pays. Je veux dire, la perche est quand même un produit national, j'ai envie de dire, c'est quand même emblématique de la Suisse. Et pourtant, on est quand même dans un pourcentage absolument hallucinant de perches étrangères. Quelle est la différence pour toi, concrètement, entre une perche qui viendrait de pays de l'Est, du nord de l'Europe de l'Est, et une perche Loé? En fait, c'est plus le même produit. Il faut comprendre la différence. On est un élevage, donc on n'est pas dans le sauvage. Après, j'ai rien contre le sauvage parce que évidemment, on a tous dans l'idée et dans la vision de nos pêcheurs, etc., qui travaillent avec des métiers qui sont difficiles. On connaît plusieurs pêcheurs de nos régions qui n'ont pas simplement de difficultés. Après, sur le côté importation, c'est la traçabilité. Et la traçabilité me pose un problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment d'où vient le poisson. On ne sait pas dans quelle mer, dans quel lac il est. Ça vient d'Estonie, d'une Estonie, d'un lac. Donc on n'a pas finalement, on peut pas avoir de confiance en ces produits. La marque Valais, par exemple, nous donne une identité, nous donne une proximité. On sait très bien que c'est la perche du Valais. Et en fait, nous, on ouvre nos portes. C'est pour ça que vous êtes là, mais on ouvre aussi nos portes au public pour comprendre d'où vient le produit. Et c'est un peu la problématique que j'ai avec la restauration ou la grande distribution qui ne montre pas cette traçabilité. On mange quelque chose, mais on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas comment c'est élevé. On ne sait pas quelle est la nourriture. On ne sait pas quelle est la qualité d'eau. Si en Suisse, on a des problèmes de qualité d'eau, peut-on imaginer ce qui se passe dans la mer Baltique, par exemple? Peut-on imaginer ce qui s'est passé en Russie? Donc on n'a pas ce contrôle-là. Et dans la proximité, il y a aussi la valorisation des hommes. Ici, on a une 50aine de personnes qui travaillent pour la perche Loé. On a 50 salaires qui sont en Suisse. Certes, la perche Loé a un coût, mais aujourd'hui, être content de manger de la perche d'Estonie où on paye 1 euro le kilo à un pauvre pêcheur russe qui arrive à peine à survivre, dont les marges sont faites par la grande distribution, ça c'est quelque chose qu'il faudrait un peu revenir sur cette proximité, parce qu'on pourra
pourra jamais avoir des élevages qui contentent l'entier, par exemple pour la perche, l'entier de la consommation suisse. Elle est à peu près de 2500 tonnes de filets. Nous, on a fait 142 tonnes l'année dernière, on fera peut-être 200 tonnes un jour. On n'arrivera pas. Par contre, je pense que d'avoir cette conscience de dire on consomme local, je sais d'où ça vient, je sais comment c'est fait, j'ai rencontré les gens, je connais et j'ai confiance en ce produit. Je pense que c'est là qu'il faut revenir, sur ces bases-là. Alors ok, d'accord, je vais me faire l'avocat du diable un petit peu. Donc vous polluez pas les fleuves et les rivières, vous rejetez pas vos déchets carnés dans la nature. Ok, tout ça c'est bien joli, vous faites travailler une économie locale, mais vos poissons, ils se nourrissent de quoi? Une population comme ça, vous les nourrissez d'antibiotiques? Ou alors c'est quoi la parade pour parer ces antibiotiques? Alors les antibiotiques, bon, c'est plutôt pour parer les maladies en fait. La nourriture, c'est un gros problème dans l'aquaculture, c'est un sujet un peu tabou. Évidemment qu'il faut du poisson pour nourrir du poisson. Donc on a des accords avec des entreprises européennes parce qu'on fait plus confiance à l'Asie, plus confiance aux États-Unis. Donc on travaille vraiment avec des entreprises qui font de la nourriture, on va dire, durable. Et cette nourriture, c'est des poissons qui sont pêchés, qui sont pas pêchés pour la consommation humaine, qui sont pêchés expressément pour l'aquaculture. Et puis donc, c'est des pellets que l'on donne à nos poissons. On retrouve de la farine animale, la farine de poisson, l'huile de poisson, farine végétale et huile végétale. Et nous, on est aussi très contents, par exemple, dans l'élevage de la perche Loé, on arrive sur la dernière phase de l'élevage, les quelques derniers mois, à avoir plus que 20% de végétal, en fait. Et la perche est assez agressive, hein. Elle mange ses congénères, donc le poisson est un carnivore. Un peu comme l'humain, quoi. C'est un peu, voilà. Et là, je pense qu'on a aussi à cœur de pouvoir développer une durabilité. C'est pas facile, on est au début. On est au début en tout cas avec la perche. Et je pense que d'avoir simplement cette conscience-là, d'aller de l'avant, c'est un sujet qu'on n'a plus avoir tabou que d'avoir cette nourriture. Oui, il faut du poisson pour nourrir du poisson, mais au moins on sait d'où c'est pêché. On a tous ces producteurs européens qui nous certifient de savoir où sont les zones de pêche, qu'il n'y a pas de surpêche. Et aujourd'hui, dans la consommation du poisson, j'ai un autre problème, moi, c'est que la manière dont on pêche le poisson dans le monde est une manière qui est très, très agressive. Je te rappelle que c'est le dernier produit au monde, en fait, dans lequel on va se servir dans la nature. On va pas se servir de pommes dans la nature, on va pas aller chercher des bœufs dans la nature, mais on va chercher du poisson. J'ai rien contre la pêche, mais la pêche, comme elle est faite avec ces immenses chalutiers dans les mers, c'est quelque chose qui est dramatique, qui va endommager nos mers et qui n'est pas durable. Je n'ai rien contre le petit pêcheur traditionnel que je rencontre souvent sur le lac de Neuchâtel et avec lequel on discute, qui fait un travail magnifique, qui fait un travail noble. Je parle pas de cette pêche-là, je parle vraiment de la pêche industrielle où c'est des 500 tonnes, 600 tonnes, 700 tonnes avec des rejets qui sont parfois plus de 50%, qui sont rejetés, qui sont balancés. Ils ont malheureusement pêché des requins avec, des raies, qu'ils ont finalement tués. Donc je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Il faut revenir à quelque chose de plus contrôlé. Et ça va être compliqué, parce que contrôler la pêche, c'est quelque chose de mondial. Donc nous, on est au Valais. Donc il faut déjà essayer de faire à proximité, ici, chez nous, quelque chose de noble, quelque chose de bien, quelque chose qu'on est convaincu, et montrer l'exemple. Et je crois que c'est ce qu'on essaie de faire. Je pense que puisqu'on parlait du local, puisqu'on parlait de la proximité, je pense qu'il faut avoir ce raisonnement un petit peu en regardant ce qui se passe ailleurs. On n'est pas en Somalie, mais on est en Suisse, et je pense qu'on a pas mal de choses à faire pour pouvoir consommer, connaître vos producteurs. On fait partie d'associations, on rencontre des gens extraordinaires, que ce soit des bouchers, que ce soit des gens du métier de bouche, qui font des produits magnifiques, et ces gens-là, on a un peu de la peine. On va dans la grande distribution, on achète des produits qui sont parfois marqués avec certains labels dont on a de la peine à comprendre vraiment ce que veut dire le label, et je pense que là, la proximité, c'est déjà quelque chose qui est très bien. Valais Valise, par exemple, la marque Valais, donne déjà la proximité, donne aussi un cahier des charges qui est intéressant, et ça, c'est quelque chose où on peut se reconnaître, et on peut avoir confiance. Et c'est ça qu'il faut regagner, c'est la confiance. Ça veut dire qu'un filet de perche Loé que j'achète, je vais le payer un certain prix, mais ce prix correspond à des techniciens, à des machines, à plein de petites mains merveilleuses. On a vu toute une armée de gens en train de fileter. C'est ça le prix à l'arrivée? Le prix a déjà le prix de la recherche, parce qu'en fait, on a passé des années à comprendre et à domestiquer la perche. Puis après, le prix des installations, parce que de nouveau, on n'est pas sur un lac, on n'utilise pas de l'eau simplement et on rejette nos déchets. On s'occupe de ces déchets, une filtration, beaucoup de machinerie, tu l'as dit, beaucoup de savoir-faire. On a dû engager des gens avec un très grand savoir-faire. Puis après, des petites mains, beaucoup de petites mains qui font un travail remarquable. On était dans un atelier tout à l'heure où on a quand même des personnes qui travaillent à 5 degrés 7 heures par jour, et qui ont ce savoir-faire, et ça, c'est vrai que c'est un prix. Tout est fait en Suisse, on a des salaires suisses, on paye l'électricité en Suisse, on paye tous les entrepreneurs qui ont travaillé pour nous sont suisses ou majoritairement valaisans. Il n'y a rien qui est gratuit en Suisse. Il n'y a rien qui est gratuit, on est dans un pays cher. Non, mais il y a un pays cher. On est proche de l'Italie, j'aurais pu construire la halle avec des Italiens, la halle qu'on a vue ici. Finalement, c'était pas correspond non plus à l'image qu'on allait vendre. On est un produit régional, on est un produit suisse, on va travailler avec des gens de la région, on va travailler avec mais tout ça a un prix.
Là où je suis un petit peu fier aujourd'hui, c'est que ce prix, on paye ce prix pour une qualité de produit qui est, à mon avis, est humblement inégalable. On a cette traçabilité, on a une honnêteté dans le produit, on a une fraîcheur dans le produit que peuvent avoir, surtout parce qu'il vient de l'étranger, c'est sûr, qu'il doit voyager. Nous, on est en 48 heures sur les étals, on a les produits frais, on peut manger notre tartare de perche crue, ce que tu peux pas faire avec finalement un poisson qui vient du lac, parce qu'il aura des parasites. Nous, on n'a qu'une seule espèce, donc on va déguster tout à l'heure un tartare de perche crue qui a été pêché probablement hier matin, si ce n'est pas ce matin, donc là, plus frais que ça, tu peux pas avoir. Alors, c'est un travail saisonnier que vous faites, puisqu'on sait que la perche est un produit saisonnier. Ça va m'amener, bien évidemment, tu l'as compris, à Chavornay. Vous travaillez qu'un mois dans l'année, alors? Alors, en fait, on travaille qu'un mois dans l'année par lot. C'est-à-dire qu'on a réussi à déphaser les perches pour leur faire croire qu'elles sont dans leur période de ponte. C'est-à-dire qu'on a joué sur la luminosité, on a joué sur la température des bassins pour leur faire croire, en fait, qu'elles sont à la sortie de l'hiver, puisque la ponte naturelle se fait au mois de mai. Et donc, on a celui de septembre, par exemple, qui pense être aujourd'hui au mois d'avril. Et le mois prochain, il pensera arriver au mois de mai avec ces petits trucs que l'on a, de changer sa luminosité, de le faire sortir de l'hiver, d'avoir un réchauffement de son eau. Et donc, on a des mâles et des femelles qui sont dans le lot de septembre, qui vont pondre comme s'ils étaient au mois de mai, au mois de septembre. Et on a réparti ça sur l'année, ce qui fait qu'on a une production d'alevins sur toute l'année. Il n'y a pas intérêt à leur dire à voix haute qu'en fait on est en train de les leurrer quelque part. C'est vrai, on rigole souvent là-dessus parce des fois on a de la peine à savoir à quel mois elles sont, etc. Mais c'est assez marrant d'avoir ces domestications qui étaient finalement connues, mais d'avoir été les premiers de l'appliquer à la perche. Alors justement, Chavornay, c'est une visite que j'ai eu la chance de faire en ta compagnie il y a quelque temps déjà. Un endroit avec beaucoup de bassins différents, donc les différents mois déjà, et puis beaucoup de calme, du silence, avec de l'obscurité presque. On était dans la pénombre, c'est important ça pour la perche? La première chose que nous, on aime bien dire en fait, c'est qu'à Chavornay, pour l'écloserie, c'est la maternité. Donc si tu te souviens de la maternité, nos enfants, etc., ou nos femmes qui ont été à l'hôpital, qui ont accouché, la première chose qu'on a envie, c'est de calme. D'accord, on n'a pas envie d'avoir la belle famille qui débarque, et moi la belle famille, c'est les journalistes qui débarquent en voulant leur faire des photos, en voulant, etc. Non, on doit respecter le poisson. Surtout nos parents, surtout les parents enceintes en l'occurrence. C'est déjà suffisamment compliqué, c'est suffisamment difficile, même pour l'homme, mais aussi pour le poisson, de mettre la reproduction. Bien sûr, c'est un processus qui est relativement pénible pour une femelle particulièrement. Donc on a besoin de calme. Après, on s'est rendu compte aussi que les alevins, les bébés ont besoin de calme. C'est la même chose que pour nous. Nos enfants, on les laissait dormir quand il fallait les faire dormir, on leur faisait faire leur sieste, etc. Et on ne va pas perturber finalement le bien-être du poisson par l'homme. Donc on essaie de travailler dans une pénombre, on essaie de travailler dans un calme le plus strict possible pour pouvoir laisser en fait nos animaux finalement évoluer dans un environnement sain, dans un environnement sans stress, parce que le stress c'est vraiment l'ennemi. Quand tu es stressé, tu deviens beaucoup plus fragile, donc tu risques de tomber malade, tu risques d'être agressif, et c'est tout ce qu'on veut pas en fait dans l'élevage de la perche Loé, c'est d'avoir un calme jusqu'à la fin de l'élevage. David, nous sommes ici à la perche Loé, à Rarogne, en Valais. Toute une équipe. J'ai vraiment eu cette impression de beaucoup de sérénité, de chacun est à sa place, chacun sait ce qu'il a à faire. Toi, quel est ton rôle, David Morard, ici, et quel est ton parcours? Comment tu es arrivé à ça? Alors on va prendre le parcours. C'est en fait les actionnaires qui sont les frères François et Pierre Landolt qui ont investi massivement de l'argent pour ce projet noble pour eux. C'était quelque chose que personne n'avait jamais fait. On est au début des années 2000. On a cet élevage qui va pas très bien sur le lac de Neuchâtel parce qu'on a beaucoup de mortalité. J'en ai parlé avant. Donc ils me demandent si j'ai pas un petit peu de temps à consacrer à une partie, on va dire, organisationnelle, surtout au niveau du rendu, ce que l'on devait écrire pour le canton, les rapports, etc. Et moi, je me suis un peu passionné parce que je suis un gastronome. Je venais de l'horlogerie, c'est comme ça que j'ai connu Pierre Landolt. Je venais de l'horlogerie, j'étais directeur financier dans une boîte horlogère. Et puis, on a perdu cette boîte horlogère. Je me suis retrouvé entre deux jobs. Je continuais un peu dans l'horlogerie. Et puis là, Pierre m'a appelé en me disant « J'ai un projet, j'ai besoin d'un administrateur, j'ai besoin de quelqu'un qui vienne un peu regarder ce que font ces biologistes parce que c'est compliqué de comprendre, d'élever une perche, d'élever un poisson. On demande des machines, on demande du matériel. Et puis, j'ai ce problème sur le lac de Neuchâtel. Est-ce que tu peux pas nous aider ?» Et puis j'ai travaillé comme ça pendant une dizaine d'années, avec 5 ans plus tard le projet justement de remplacer l'élevage du lac ici à Valperca. J'étais pas vraiment impliqué au début dans l'élevage propre, j'étais impliqué plutôt pour la partie financière. J'ai fait le business plan, j'ai discuté avec les banques, j'ai été nommé au conseil d'administration pour surveiller un peu tout ça. Puis en 2015, je croyais plus tellement en ce côté on produit un filet de perche suisse. Parce que tu le sais, on en a pas parlé aussi avant, faire un filet de perche suisse c'est relativement facile. C'est 51% du produit doit être en Suisse. Donc
51% du produit élevé en Suisse sera suisse, mais il provient pas de Suisse. Et j'ai dit, mais comment on va faire avec un produit cher, avec un produit justement parce qu'on a beaucoup de monde, parce qu'on a investi massivement, comment on va faire avec un produit très très cher sur l'étal pour communiquer, pour faire comprendre que ce produit est un bon produit, un produit de qualité, mais surtout un produit de proximité qui est fait par des gens en Suisse, donc qui a un coût. Et c'est là où j'ai dit à mon conseil d'administration, pourquoi ne pas faire une marque de poisson? Pourquoi faire une marque? Ça n'existait pas trop. On connaissait Findus, mais c'est pas une marque de poisson. Pas très vendeur. Hein. Par contre, c'est pas vendeur du tout en plus. Et il y avait Gilardo qui avait fait un truc génial. Ils mettent avec leur laser le G sur leurs huîtres, tu sais. Et ça m'a donné cette idée de dire, on crée Captain une marque. Igloo, peut-être, non? Voilà, fallait trouver quelque chose. Et ces marques-là sont très fortes puisqu'on en parle encore. Alors qu'on nous dit, bon, on consomme toi et moi plus ces produits-là, mais on en parle encore. Donc, essayer de faire une marque qui puisse donner toute l'histoire de notre histoire. Et en fait, c'est génial parce que dans l'horlogerie, on écrivait beaucoup de marketing qui était complètement inventé. Ici, j'ai juste à raconter en fait l'histoire de la perche Loé. On fait déjà rêver les gens et on n'a rien à cacher. On a nos portes qui sont ouvertes. On n'utilise pas d'antibiotiques. On n'utilise pas de médication. Pourquoi? Parce qu'on a ce respect pour le poisson. On mettra jamais une deuxième espèce chez nous parce qu'une deuxième espèce à côté de la perche va perturber la perche. Il y a des parasites qui vont arriver. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. On va se concentrer sur la perche. Par contre, il fallait que cette perche soit connue. Donc d'un parcours horloger où j'arrivais plus tellement à me regarder dans le miroir parce que ce qu'on racontait c'était un peu inventé, je suis arrivé dans un parcours beaucoup plus difficile avec du vivant. Et élever du vivant, c'est avoir une humilité aussi face à la production de nourriture. C'est de comprendre aussi qu'est-ce que la nourriture, c'est de comprendre en tant que papa qu'est-ce que je donne à manger à mes enfants, d'où viennent ces produits, qu'est-ce qui se contiennent. Toi et moi on s'est déjà pas mal battu sur le sucre, moi sur le sucre dans nos filets fumés, parce que mettre du sel dans le produit fumé permet une plus longue garde. Pour camoufler le goût, on rajouterait du sucre dans le filet fumé, ce que j'ai absolument pas voulu faire, mais la grande distribution te pousse à faire des produits qui se gardent. Et pour faire des produits qui se gardent, tu dois rajouter des conservateurs, et on veut pas rajouter de conservateurs dans un produit fumé. Et donc tu commences à rentrer dans un monde qui est absolument hallucinant, c'est ce qu'on mange. Et c'est pour ça que cette traçabilité est très importante. Loé, ça vient d'où ce terme? Loé, c'était un prénom qu'on voulait avoir. On voulait avoir un prénom qui se dise dans toutes les langues. Et puis en fait, on a fait un jeu de mots, mais on l'a trouvé dans un dictionnaire de patois fribourgeois. L-O-E-, veut dire pic de montagne. Et tu penses que pour nous, c'était absolument génial d'avoir ce nom. On cherchait quelque chose avec l'eau, tu sais, l'eau, etc. Et on est tombé sur Loé et on a regardé ces 3 premières lettres et on s'est rendu compte que c'était les 3 premières lettres du Lötschberger. Donc ces filets de perche, maintenant, ça a l'air de fonctionner. On voit qu'il y a des nouveaux produits, les rillettes, les tartares, etc. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous écoutent, qui se diraient ouais, les filets de perche, c'est pas trop mon truc. C'est quoi la plus-value de goûter des filets de perche Loé certifiés Marc Vallée, Régio Garantie? L'idée, en fait, c'est la fraîcheur. Et je pense que tous les gens qui ont dégusté la perche Loé, tout d'un coup, se sont rendus compte. Ma grand-mère m'avait dit ça un jour. Malheureusement, elle fait plus partie de ce monde, mais m'avait dit un jour, elle disait à mon père d'ailleurs, vous avez tout foutu en l'air. Vous avez tout foutu, votre génération avait tout foutu en l'air. Elle avait un peu raison parce qu'en fait, elle a connu les lacs, elle a connu l'abondance en fait de la perche, etc. Dans les années 80, on a commencé à avoir beaucoup de temps libre. Fin des années 70, les restaurants de plage se sont ouverts. On a commencé à vouloir consommer, à vouloir avoir du temps libre. Et ça, on peut pas leur reprocher. C'est quelque chose que nous on vit, ou que ma génération vit, et c'est très bien. Par contre, on s'est perdu, particulièrement dans la nourriture, mais dans plein d'autres choses. Mais dans la nourriture, on s'est perdu. Et je pense que ce que je dirais à un consommateur, c'est reviens en fait un peu à ses bases. Il y a plein d'émissions culinaires depuis une dizaine d'années qui sont revenues. Il y a plein de gens qui commencent à recuisiner, alors que la grande distribution nous demande des plats tout préparés. Revenez aux bases, revenez à l'authentique, revenez à la fraîcheur. Et avec la perche Loé, quand tu as la chance de goûter un tartare de perche frais Loé qui a été pêché hier, tu vas sentir quelque chose que tu n'auras jamais senti avant. Et quand quelqu'un goûte une perche Loé, même des restaurateurs qui travaillent des tonnages de perches d'Estonie ou de Pologne depuis des années, quand ils ont goûté la perche Loé, ils disent c'est quand même un autre produit. Et je dis venez goûter un produit de proximité, un produit local, produit du Valais, venez juste le goûter et comprendre cette différence-là et de comprendre que quand il y a un goût sur la perche, quand vous êtes avec une assiette et que vous goûtez et qu'il y a un sale goût, d'accord, de poisson, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème finalement d'un voyage trop long, d'une conservation qui a été mal faite. La perche a peu de goût. Finalement, c'est un poisson qu'on rehausse avec différentes astuces. La perche meunière, on la connaît. Nous, on a la chance d'avoir des chefs qui font des choses extraordinaires avec notre perche. On a des grands chefs, pour les nommer ici en Valais, Franck Reynaud qui nous suit depuis des années. On a même de Courtonne qui nous a fait une publication magnifique dernièrement sur Instagram. Donc en fait, on a cette reconnaissance aussi de qualité.
Et j'ai envie de dire au public, allez chercher ces produits de proximité, allez chercher ces produits Marc Vallée, allez chercher ces produits dont on connaît les producteurs, allez goûter des choses qui sont exceptionnelles. On n'a pas besoin de se nourrir avec des quantités. Tout le monde veut 18 ou 20 filets de perche dans l'assiette. C'est pas la quantité qui fait, c'est la qualité. Allez rechercher la qualité. Alors, il y a encore ceux qui sont un peu, comment dirais-je, réticents et qui vont dire ouais, ok, d'accord, mais moi je suis une quiche en cuisine. Alors, David Morard, Perche Loé à Rarogne en Valais, est-ce que toi tu as ta petite recette pour démystifier, désacraliser un peu toutes ces a priori qu'on peut avoir par rapport à des préparations culinaires? C'est quoi tes filets de perche à la David Morard? Alors, nous on a, justement, c'était un peu comment est-ce qu'on fait les filets de perche. Et moi j'ai fait les premières dégustations chez Manor. Je suis allé, moi, un membre du conseil d'administration, et personne pensait savoir qui j'étais. Ils pensaient que j'étais le cuisinier engagé par la marque. Et j'ai entendu ces feedbacks. Comment vous préparez une perche? Vous la cuisez de côté pot, vous la cuisez côté pas non pot. Qu'est-ce que vous mettez, etc. Et j'ai vu un restaurant qui mettait une poudre, par exemple. Un peu un genre d'aromate. Tu sais ce que j'aime pas vraiment l'aromate, mais une poudre, en fait, colorante, un peu brune. Il faisait un magnifique beurre brun avec un magnifique goût. Et je disais au chef, mais il y a quoi là-dedans? Il dit, c'est secret. Et donc, on a travaillé avec une petite entreprise qui s'appelle Loukoul, en fait, que je salue au passage, qui nous a fait une préparation pour perche. Ce qu'on appelle, nous, la préparation pour les nuls, mais c'est assez rigolo. C'est une préparation dans laquelle tu fais, au lieu de mettre ta farine, ton sel, ton poivre, enfin, tes assaisonnements, tu mets directement cette préparation. Et donc, tu secoues tes perches, tu les mets cuire dans le beurre. Et puis, tu as déjà quelque chose que tu trouves sur notre site internet, une magnifique recette relativement simple, pas trop cuire le poisson. Les gens cuisent beaucoup trop le poisson. Il faut l'avoir vraiment à peine frémi, à peine grillé, mais que l'intérieur, que la chair soit ferme. Je dirais aussi, vous voulez un tartare de perche, allez sur le site internet de la Perche Loé, prenez le tartare déjà coupé, si vous avez la flemme de couper des filets sans peau, et vous avez une sauce, par exemple. On a développé ici en Valais, avec un partenaire que je salue aussi au passage entre nous, qui a développé une petite sauce, en fait, pour apprêter, en fait, le tartare Loé. Et ça, c'est des goûts revisités, c'est un terroir, en fait, et c'est facile à cuisiner, et tu le sais très bien. Ah ouais, tout à fait. Moi, je sais que personnellement, je vais vous donner une petite recette puisque j'ai quand même ma casquette de cuisinier. Vous préparez un beurre blanc, et un beurre blanc, c'est tellement simple à faire. Vous mettez un petit peu des échalotes ciselées, c'est-à-dire coupées très très fines, que vous faites suer sans coloration dans un peu de beurre, dans une casserole, je précise. Vous rajoutez un peu de vin blanc, vous donnez une grosse ébullition et vous ajoutez peu à peu, en fouettant énergiquement avec un fouet, vous rajoutez des petits morceaux de beurre et vous allez voir qu'au bout d'un moment, votre beurre blanc va commencer à prendre de l'onctuosité, tricher peut-être un peu, rajouter un tout petit peu de crème si vous voulez, sel, poivre, il faut de l'acidité, hein. Si votre vin blanc est trop doux, ça ne fonctionnera pas. Et puis vous rajoutez quelques herbes aromatiques comme du romarin haché. Moi en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je suis sur la sauge, c'est quelque chose de fabuleux. Et quand votre beurre blanc est prêt, vous le mettez sur le coin du fourneau, vous faites chauffer une poêle avec du beurre. Quand votre beurre commence à mousser, un petit filet de jus de citron, vous faites colorer vos filets de perche, côté peau ou côté chair. On va en reparler, on finira avec cette énigme toujours tenace, à savoir on commence par quel côté, et vous obtenez des filets de perche avec un petit beurre blanc. Joli. Alors David, toi, tu commences à cuire côté peau ou côté chair? Moi, je commence à cuire côté peau. Pourquoi? Parce que la Perche Loé est un peu plus grande. Hein. On a des filets de 35 grammes, on n'a pas ces petits filets. Donc en fait, on n'aura pas la tension que redoute tout le monde en fait sur les petits filets de perche. Quand tu mets un filet de perche côté peau, petit filet, en fait, la tension de la peau va faire qu'il va devenir, il va s'arrondir. Ouais. Donc tu auras de la peine à le cuire. Avec la Perche Loé, un filet de 35 grammes, tu vas pouvoir un petit peu aplatir. Moi, ce que j'aime le côté peau, c'est que finalement, je commence cette cuisson-là pour avoir la peau croustillante. Ce qui fait que j'aurai déjà une partie de la coloration qui sera parfaite du côté peau. Je la retourne simplement du côté chair pour pouvoir avoir la finition. Mais ça dure 2-3 minutes maximum. Et puis, comme tu dis, avec un bon beurre blanc ou avec d'autres accompagnements, c'est juste magnifique. Et ben voilà, il ne reste plus qu'à passer à table. Tous ceux qui nous écoutaient, à vous de décider. Maintenant, c'est la question cornélienne de la journée, côté peau ou côté chair. Merci David Morard. Merci à vous. Et puis David, on peut retrouver tes produits où? On est dans la grande distribution, en fait, il faut demander la marque Loé, donc demander que les perches viennent bien du Valais. Et puis sur notre site internet www.lapercheloé.ch, non seulement il y a des produits, il y a des produits un peu différents, des produits complémentaires, il y a plein de recettes aussi sur le site. Ben merci bien, et puis nous on vous remercie, on vous retrouve tout bientôt pour Parlons Terroir, Régio Garantie, et pourquoi pas, qui sait, Marc Vallée. Allez, bonne journée à tous, ciao. C'était Parlons Terroir, un podcast amené par Régio Garantie. Retrouvez-nous sur Spotify, YouTube et toutes les autres plateformes de podcast. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, alors croquez la vie à pleines dents. Enfin si vous avez des dents, hein.